Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. La ville de Tiassalé va abriter demain la présentation de la route de l'esclave, un projet à caractère historique. Invité spécial de cet événement, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Le gouvernement veut donner une existence légale aux apatrides. La Côte d'Ivoire en compte à elle seule 700 000 sur le million que compte le continent. Les apatrides sont des personnes dépourvues de nationalité et qui ne sont reconnues dans aucun pays du monde. Nous parlerons politique. Dans cette édition, le Rassemblement des Républicains jette les bases de son 3e congrès ordinaire. Il sera question de l'alternance en 2020. Ce sujet a été évoqué lors de la réunion du bureau politique du parti ce mardi. Merci de suivre cette édition. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu cet après-midi l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo. Présent en Côte d'Ivoire, il va prendre part au lancement du projet La route de l'esclave demain jeudi à Tiassalé. L'ex-chef d'État béninois Nicéphore Soglo est revenu sur l'impact de la route de l'esclave, un projet à caractère historique. On l'écoute. Nous avions un devoir de mémoire. Tout le monde sait maintenant, avec tous les travaux qui sont sortis, que ce soit d'Aimé Césaire, Senghor et tout le monde, que l'Afrique a perdu pendant 4 siècles 100 millions d'hommes, de femmes, au cours de la déportation. Maintenant, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que tu prends le Kansas, le Delaware, tu crois que c'est le nom, on peut dire, des populations de ces pays qu'on a gardé sous cette forme-là. Alors je crois que ce que nous faisons en Afrique, à mon avis, c'est capital, à plusieurs titres, non seulement pour notre mémoire, mais également parce que, comme je le disais au vice-président tout à l'heure, quand j'étais en Jamaïque, les Jamaïcains disent, quand nous mourrons, notre corps est enterré ici. Mais notre âme s'en retourne, on peut dire, en Afrique. Et vous ne vous développerez pas tant que nous n'aurez pas offert à nos âmes errantes une sépulture. Et je crois que demain, ce que nous faisons, au-delà du symbole et tout ça, c'est surtout spirituel. Et je suis vraiment fier d'être parti de cela avec le vice-président. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Organisation de la Conférence islamique. Au menu des échanges, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui va se tenir ici à Abidjan dans moins d'une semaine. Herman Guivet. À l'auditorium de la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly reçoit une délégation de diplomates. Tous sont membres de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. Le motif de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a été choisie par l'Organisation de la Conférence islamique lors de la 43e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue en Ouzbékistan l'an dernier pour abriter la 44e session de ce Conseil. Honneur est donc fait à la Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de renseigner la délégation de diplomates sur les dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien pour la bonne tenue de cette grande et importante réunion qui se tiendra du 10 au 11 juillet 2017 à Abidjan. Compte tenu du niveau des discussions qui auront lieu, le Premier ministre a insisté auprès de leurs excellences, les ambassadeurs représentant les pays de l'OCI, pour que les chefs de délégation qui conduiront les délégations des pays membres soient de haut niveau, de préférence des ministres des Affaires étrangères. Le Premier ministre a également saisi cette occasion pour remercier tous les pays de l'OCI pour leur soutien à la Côte d'Ivoire à l'occasion de son élection en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Demain, au niveau du comité technique que je préside, nous aurons une réunion à 16h au ministère des Affaires étrangères pour répondre à toutes les préoccupations de leurs excellences, les ambassadeurs représentants des pays de l'OCI. Ce fut ensuite au tour du groupe Texera Duarte, entreprise portugaise spécialiste de la construction immobilière, d'être reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités ici à Côte d'Ivoire dans le domaine de la construction, pour les infrastructures, pour le camp, pour le stade
Et pour l'habitation et le logement, nous sommes très intéressés d'avoir l'opportunité de faire le travail ici en Côte d'Ivoire. L'entreprise portugaise Texera Duarte, fondée en 1921, est implantée dans plusieurs pays africains, l'Angola, l'Algérie, le Mozambique et très prochainement la Côte d'Ivoire. La situation du port autonome d'Abidjan était au centre d'une rencontre. Elle a réuni des membres de la direction générale de cette instance et des acteurs du secteur privé. Le port autonome d'Abidjan fait face à des difficultés de plus en plus croissantes pour le passage des marchandises à temps et dans le temps. Cela a un coût financier et réduit la compétitivité des entrepreneurs ivoiriens. Noël Niagnou. Le port autonome d'Abidjan, c'est 80% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire, 80% des échanges avec l'extérieur. Enfin, le port autonome d'Abidjan regroupe sur son périmètre la quasi-totalité des industries ivoiriennes. Comme on le voit, le port d'Abidjan mérite bien son appellation de poumon de l'économie ivoirienne. Mais le poumon est menacé par des bronchites soulignées par le patron des patrons ivoiriens. Le port est de plus en plus engorgé pour diverses raisons. Voies d'accès étroites et dégradées, manque de parking de stationnement pour les camions de transport, capacité technique limitée pour certaines opérations, etc. Cette situation entraîne des difficultés d'approvisionnement des entreprises en temps voulu, des coûts additionnels et même si cela est difficilement mesurable par un indicateur précis, vu la spécificité des différents opérateurs, certainement des pertes de compétitivité évidentes pour les opérateurs. Comment venir à bout de ce mal qui impacte la compétitivité des entreprises ivoiriennes et attirer davantage d'investisseurs? La réponse, le directeur général du port la situe dans les nombreux investissements actuels, après une longue absence de réactivité dans un secteur en permanente mutation. On les a rassurés comme quoi les projets qui sont en cours aujourd'hui vont les permettre très prochainement de travailler dans les meilleures conditions. Parce que c'est environ 800 milliards aujourd'hui qui sont au coût d'investissement au port d'Abidjan, en termes d'infrastructures et de facilités. L'État envisage aussi d'aider un peu à avoir davantage de voies de recettes, des projets connexes au port qui sont les plateformes logistiques au niveau du PK24. Il y a la redynamisation des chemins de fer. Ces projets-là, très prochainement, quand ces projets vont voir le jour ou avoir un aboutissement, c'est sûr que les opérateurs aujourd'hui, de ceux dont ils se plaignent aujourd'hui, ils se plaindront moins parce que nous aurons créé les conditions de leur rentabilité et de leur installation en Côte d'Ivoire. Date d'échéance de tous ces investissements pour offrir plus de compétitivité aux usagers du port, 2020. Pour l'heure, le patron des patrons s'est dit satisfait pour ces éclairages qui vont donner du grain à moudre aux logisticiens. Il était important que nous ayons cet échange pour voir comment on pouvait également remédier autant que possible à certains dysfonctionnements en attendant la mise en œuvre complète de ce vaste programme. Qualifié de grand port de transit, le port autonome d'Abidjan traite annuellement 2 millions de tonnes de marchandises en direction du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration est au Maroc. Il participe à la 55e session du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Pascal Abina Kouakou a échangé avec son homologue du Maroc. Il veut s'inspirer du modèle marocain de gestion de l'administration publique. Mamadou Kouassi. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration à la rencontre de son homologue du Maroc. Le ministre Pascal Kouakou Abina veut s'inspirer du modèle marocain dans la gestion des fonctionnaires ivoiriens. Au centre de cette séance de travail, le renforcement de la coopération entre le Royaume chérifien et la Côte d'Ivoire, principalement dans le domaine de la modernisation de l'administration. Développement au niveau administratif, ils ont, je dirais, une avance, une expérience que nous devrons tous partager et essayer d'adapter dans nos pays respectifs. Il y a une grande commission mixte ivoiro-marocaine qui existe et le ministre a souhaité que cette commission mixte soit redynamisée en mettant l'accent sur le volet administration publique. Le ministre marocain en charge de la fonction publique
a dit la disponibilité de son pays à accompagner la politique de modernisation des administrations ivoiriennes, pilier essentiel du développement de la Côte d'Ivoire. La fonction publique, effectivement, constitue un levier fondamental pour la formation des élites administratives au Maroc et pour consolider la cohésion sociale de notre pays et assurer la stabilité du pays. Cette rencontre des ministres ivoiriens et marocains en charge de la fonction publique se tient à marge des travaux de la 55e session du Conseil d'administration du CAFAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, une structure panafricaine qui regroupe une quarantaine de pays. L'heure est au bilan concernant l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. 4 ans après, que doit-on retenir de l'application de cette mesure? Le comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de l'interdiction fait le point dans ce reportage de Justine Seydjiki. 4 ans après la mise en œuvre du décret d'interdiction des sachets plastiques, un progrès a été enregistré quant à la disparition progressive de ces sachets plastiques. Il y a eu près de 90 000 sachets qui ont été saisis, des machines, de nombreuses machines qui ont été arrêtées. Il y a même une entreprise industrielle qui a été sanctionnée. Donc nous sommes dans la phase de répression. Bien entendu, on continue à sensibiliser. L'évaluation partielle des actions du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de ce décret de 2013 est l'occasion pour les responsables d'entreprises de réaffirmer leur engagement à faire en sorte que les sachets plastiques non dégradables ne soient plus produits dans leurs usines. Donc les industriels aujourd'hui ne produisent plus de sachets plastiques si ce ne sont pas des sachets plastiques biodégradables. Et beaucoup d'entreprises également sur le plan commercial ont remplacé les sachets plastiques par du papier, par du carton, par d'autres produits, etc. Malgré ces avancées, la vigilance reste de mise s'agissant des contrôles aux frontières pour empêcher l'entrée des sachets plastiques produits dans d'autres pays sur le territoire ivoirien. Des actions concertées avec les pays de la CEDEAO pour intensifier la lutte sont envisagées. Des initiatives déjà prises sont à poursuivre et renforcer. Ce sont entre autres la sensibilisation avec un accent particulier sur la vulgarisation des alternatives et emballages réutilisables, la récupération, le rachat et la valorisation des emballages polluants existants dans les circuits de consommation, la distinction des entreprises reconverties dans la production d'emballages plus respectueux de l'environnement, le renforcement de la répression et son extension à tout le territoire national. La question de l'apatridie préoccupe le gouvernement. Il entend donner aux personnes dépourvues de nationalité et qui ne bénéficient de la protection d'aucun État une existence légale. Une volonté qui est justifiée puisque la Côte d'Ivoire compte à elle seule 700 000 apatrides sur le million enregistré sur le continent. Quelles sont les dispositions prises par l'État pour atteindre cet objectif? À quelles difficultés sont confrontés les apatrides? Des réponses avec Hervé Blé. Je suis un jeune qui n'a pas de papier du tout. Mon père est mort lorsque j'étais petit, ma mère est morte lorsque j'étais petit. J'ai perdu, mes papiers et puis j'ai perdu, le numéro de mon extrait de naissance. Vous avez établi mes papiers, mais le numéro ne correspond pas. Le quotidien pour Albert Akampoutou apatride rime souvent avec sentiment d'impuissance, absence de droits fondamentaux, comme l'éducation, les soins de santé, l'emploi, la liberté de circulation. On ne peut pas travailler dans la société, tout est dû. Vous voyez un peu, je travaille ici, là, ce n'est pas de mon choix. Voilà. Mais je n'ai pas de choix à faire. Ma mère m'a mise au monde, elle est décédée. Et elle n'a pas de papier. Je n'ai pas connu aussi mon père pour pouvoir prendre ses papiers, pour pouvoir faire pour moi aussi. Moi et mes amis, on arrive au corridor, tout le monde descend. On va monter les pièces. Moi, je sors, il n'a pas de papier. Ils vont me mettre à côté, demander pardon jusqu'à comme ça fait honte. Selon le HCR, le monde compte 10 millions d'apatrides. 1 million vivent en Afrique de l'Ouest, dans la majorité en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques officielles, nous travaillons sur la base d'un chiffre de 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une étude qui a été commise par le HCR, une étude menée par l'Institut national des statistiques et des statisticiens norvégiens. C'est en voie de finalisation. L'idée, c'est que
Après que cette étude serait finalisée, un rapport serait établi. À l'issue de ce rapport, nous allons donc mettre en œuvre un programme d'identification qui nous permet de voir exactement où se trouvent les apatrides, quelle est l'ampleur de la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire, quelles sont les personnes à risque d'apatridie. Permettre aux personnes dépourvues de nationalité de la recouvrer et de jouir ainsi de ses avantages juridiques, cette préoccupation, la Côte d'Ivoire l'a fait sienne depuis longtemps. L'une des avancées importantes était tout d'abord la ratification des 2 conventions sur l'apatridie en 2013. Et dans la même année, nous avons pris une loi permettant d'octroyer la nationalité ivoirienne à un groupe de population, les immigrés historiques, ainsi que leurs descendants nés sur le sol ivoirien. Elle a été mise en œuvre pendant 2 ans, et ce qui a permis de recueillir 123 810 souscriptions, avec à la clé des délivrances de certificats de nationalité. Afin d'aider les personnes apatrides ou à risque d'apatridie à tirer le meilleur parti de la loi sur la nationalité, le ACL rapporte son aide avec l'appui de certaines organisations. Le partenariat que nous avons eu avec HCR, ça consiste au cas de rejet des pétitionnaires de nationalité, soit pour dossier incomplet, soit pour toute autre raison. Notre rôle, c'est donc d'apporter une assistance juridique et judiciaire à ces cas de dossiers-là. Les cas qui nous ont été référés par le ministère de la Justice, nous avons eu 1963 cas, les motifs du rejet. Ça peut être le fait qu'il y a des faux documents où les dossiers sont incomplets. Par exemple, un individu est né en 1980. Il n'a pas, la déclaration de sa naissance n'a pas été faite dans le délai qui est imparti par la loi. Et après, il va faire des extraits. Au lieu d'aller faire un jugement supplétif d'abord, il va se faire établir un faux extrait de naissance. Et donc, on rejette son dossier parce qu'on estime que cet extrait de naissance, ça, il est faux. Donc, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner maintenant devant les juridictions pour obtenir donc ce jugement supplétif. Myrna Ajami a mené pour le compte du ACR une étude sur l'apatridie et la nationalité en Côte d'Ivoire. L'experte en apatridie fait des recommandations. D'abord, c'est d'assurer que les enfants qui sont nés sur le sol ivoirien de parents inconnus ont le droit à acquérir la nationalité d'origine. La Convention internationale oblige cet octroi de la nationalité à ces enfants parce que si on prévient l'apatridie pour les enfants, ça aide beaucoup pour la prévention et la réduction des cas à long terme. Un plan d'action national est en conception, plan qui permet d'identifier et combler les lacunes du système de la nationalité en Côte d'Ivoire. Le pays a le soutien des Nations Unies. Nous accompagnons le gouvernement qui est en train d'élaborer un plan d'action national qui est en cours d'adoption et qui permettra à terme, n'est-ce pas, de régler les questions, par exemple, d'identification, les questions de réforme, par exemple, légales qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la nationalité ivoirienne. Il y a une volonté manifeste de régler les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire, reconnue par les grandes agences internationales, la communauté internationale, puisque en 2015, la Côte d'Ivoire a accueilli la première conférence ministérielle régionale sur l'apatridie. Et c'est vraiment la première. Et le choix de la Côte d'Ivoire était dû au fait que le président de la République s'implique et s'est fortement engagé dans cette lutte contre l'apatridie, que lui-même reconnaît être un fléau. 25 février 2015, la CEDEAO adopte la déclaration d'Abidjan qui reconnaît l'apatridie comme un fléau en Afrique de l'Ouest et s'engage à y mettre fin. Mai 2017, le plan d'action régional qui s'appuie sur cette déclaration est adopté à Banjul. 4 juin 2017, il est validé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO au cours de sa 51e session ordinaire à Monrovia, au Libéria. 12 chefs d'État sur 15 sont présents, signe de l'engagement de la CEDEAO à relever le défi de la fin de l'apatridie d'ici 2024. Sachez que la Convention de 1961 de l'ONU définit les règles d'octroi et de non-retrait de la nationalité uniquement lorsque la personne concernée se retrouverait apatride, et la Convention de 1954 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les apatrides dans chaque pays.
Dans l'actualité politique, les préparatifs du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains RDR sont en cours. La rencontre va tabler sur l'alternance en 2020. Cette question a été débattue lors de la réunion du bureau politique du parti ce mardi. Gabriel Zani. D'Amadou Koulibaly à Henriette Dagri Diabaté en passant par Ahmed Bakayoko, Ibrahim Ouattara, Bruno Nabagné Koné. Tout le Gotha du RDR, le Rassemblement des Républicains, a répondu présent ce mardi à la grande réunion du bureau politique. Un rassemblement rendu nécessaire par les points à l'ordre du jour, la situation sociopolitique et l'organisation du 3e congrès ordinaire du parti. Mais l'alternance en 2020 et la question de la succession du président de la République ne sauraient rester en suspens tant les débats n'en finissent pas sur les sujets. La direction du parti considère que le débat à ce jour sur l'alternance est inopportun et malsain. En effet, le second mandat du président de la République court jusqu'en 2020. Il est donc malsain et troublant qu'à 3 ans de la fin de cette échéance, l'on s'arc-boute sur cette question de surcroît qu'il s'agit du mandat d'un allié. L'heure est plutôt à l'organisation du 3e congrès ordinaire du Parti des Républicains, annoncé pour les 9 et 10 septembre 2017 à Abidjan. Le bureau politique invite la direction du parti à prendre toutes les dispositions utiles pour faire de ces assises non seulement un moment d'intense réflexion, mais également une occasion de retrouvailles militantes et fraternelles. Le bureau politique appelle les militantes et les militants à prendre une part active aux activités de ce congrès et les invite à faire des contributions pour un RDR plus fort, plus juste, plus solidaire et plus conquérant. Un objectif auquel sont attachés des défis énormes que le RDR compte relever. Ce congrès va être donc pour le RDR la reconquête des cœurs, la remobilisation pour en faire un parti conquérant, parce que même dans le parti unifié, le RDR doit arriver avec des forces permettant donc à ce parti unifié d'être le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Du 7 au 16 juillet, des missions d'information seront envoyées dans tout le pays en vue de la réussite du congrès qui définira aussi la participation du RDR au parti unifié. Autre point évoqué, le succès de la diplomatie menée à l'international par le chef de l'État, la fin de la mission de l'ONUCI dans le pays, la gestion des mouvements d'humeur au sein de l'armée ivoirienne que le RDR appelle le dialogue. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est désormais aux commandes de la commission marketing, vente et communication de l'Union africaine de la radiodiffusion. La réunion annuelle de cette commission a vu ce matin à Abidjan l'élection du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Il va diriger pendant 2 ans cet instrument de régulation des politiques et les problématiques liées à la diffusion en Afrique. Franck Quadiou. 2 réunions conjointes de commission de l'UAR, Union africaine de radiodiffusion à Abidjan. L'instance qui succède en 2007 à l'Union des radiodiffusions, télévision et télévision nationale d'Afrique veut s'adapter aux nouveaux modèles technologiques et économiques. Pour mener à bon port une partie de la barque, la Côte d'Ivoire est choisie. C'est le directeur général de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, qui va présider pour les 2 prochaines années la commission marketing, vente et communication de l'UAR. À ses côtés, le Ghana à la vice-présidence et le Maroc qui fait son entrée dans la commission comme rapporteur. Il s'agira, pour chacun des problèmes qui se posent, réduire le coût des droits, financer l'union, créer des productions vraiment panafricaines, on peut trouver des mécanismes innovants. Donc notre enjeu à nous, c'est par un travail collaboratif, s'inspirer des meilleures pratiques de chacun des pays, générer une dynamique de groupe pour pouvoir trouver des solutions innovantes aux problèmes des télés africaines. Et ces problèmes renvoient aux questions de financement. Nous avons aujourd'hui un problème de financement de l'UAR avec des cotisations qui ne sont pas toujours payées, qui ne permettent pas à cette union de fonctionner. Et nous avons pensé à un mécanisme innovant à travers lequel chacun des États membres donnerait un peu de temps de publicité. Ce temps de publicité serait commercialisé afin de permettre de collecter les ressources. Générer les ressources avec des méthodes modernes et pourquoi pas absorber par exemple le sempiternel écueil des droits sportifs.
Généralement, la plupart des télés ne pouvaient pas payer ces droits en direct et c'était l'État qui était obligé de le faire. Pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons pu obtenir une légère baisse des droits de cette compétition. Donc ce qui fait des économies. Nos chefs d'État et de gouvernement ont voté en janvier dernier à Addis Abeba une résolution qui nous demande de construire des législations locales pour permettre aux télévisions qui diffusent en clair, ce sont les télévisions publiques, de diffuser tous ces événements-là à des coûts qui soient extrêmement abordables. La commission marketing au travail, la journée du 6 juillet sera consacrée à la commission formation et technologie. Dans le domaine de l'éducation, une délégation d'enseignants canadiens séjourne en Côte d'Ivoire. Ces professionnels de l'éducation sont venus partager leur expérience avec le pays. Le Canada est très avancé dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que celui de la formation. Francis Boifou. Ils sont nombreux, les enseignants du primaire qui sollicitent des bourses à l'État de Côte d'Ivoire afin de renforcer leurs capacités dans les pays européens. Pour donner une chance à ceux qui n'ont pas souvent accès aux bourses, le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, a invité une trentaine d'enseignantes canadiennes du primaire avec pour objectif de partager leurs expériences dans le domaine de l'éducation. Cela à travers le programme Enseignement partagé, approche par compétence. Le Canada est vraiment avancé au niveau éducation. Donc c'est une manière pour nous de faire venir ces Canadiens pour qu'ils viennent aider nos enseignants et partager les savoirs. Pendant un mois, vont sillonner toute la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà signé des conventions avec des collectivités qui attendent ces Canadiennes. Au Québec, il y a des enfants qui vont à l'école régulière, on peut dire, qui n'ont pas de besoins spécifiques. Les ratios élèves-enseignants sont un petit peu moins grands, ce qui permet une meilleure relation avec les élèves, un suivi beaucoup plus rapproché. Éventuellement, ces enfants-là peuvent être réintégrés au régulier, mais peuvent terminer leur scolarité dans des classes spéciales où ils vont obtenir un diplôme d'études secondaires aussi. Le programme Enseignement partagé, approche par compétence est à sa deuxième édition. C'est un partenariat entre le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest et le Canada, en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'Éducation nationale. Les députés ivoiriens sont chargés de promouvoir les Jeux de la francophonie. Ils ont été mis en mission par le ministre en charge de ces Jeux, Robert Begré-Mambé. Ces parlementaires vont sillonner l'ensemble du pays, nous dit Issa Chonan Yeo. Les députés ivoiriens apportent leur soutien au ministre Robert Mambé. Ils s'engagent à jouer pleinement leur partition pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Ils l'ont signifié au ministre auprès du président de la République en charge des Jeux de la francophonie. Nous représentons la population. Ces Jeux sont faits pour la population de Côte d'Ivoire et de la sous-région, du monde, je dirais. Donc les députés sont les mieux placés pour vraiment s'approprier ces Jeux. Nous sommes élus de la nation, donc nous avons pour rôle de mobiliser toute la nation, que ce soit dans le district et hors du district, pour que ces Jeux soient vraiment un succès total. Nous souscrivons pleinement à soutenir les Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur, n'est-ce pas, d'abriter. Nous sommes habitués donc à travailler avec la population et les populations. Nous serons là, nous allons conduire les populations à être présentes, à assister à toutes les manifestations pour que ce soit vraiment un succès. Je lance un appel à tous jeunes de Côte d'Ivoire d'assister aux Jeux de la francophonie pour que ça soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. Les parlementaires ont promis de se rendre dans leur circonscription pour faire la promotion de ces Jeux. Ce, pour mobiliser toute la population autour du grand rendez-vous francophone d'Abidjan. Le ministre Robert Mambé a salué leur engagement et leur esprit de patriotisme. Il a indiqué qu'ils seront bientôt conviés à visiter les différents sites des compétitions sportives et culturelles. Je rappelle que nous sommes à exactement 16 jours des 8e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler du 21 au 30 juillet 2017 ici à Abidjan. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, l'ARDCI, entend renforcer les capacités des cadres territoriaux. Il s'agit de mobiliser des fonds afin de développer les régions. Davis Oyo, Mamadou Kwasi. Les subventions accordées par l'État de Côte d'Ivoire aux collectivités s'avèrent insuffisantes pour faire face aux besoins des populations.
Une subvention qui oscille entre 2 et 4% du budget national, contre 20% tel que recommandé par l'UEMOA, l'espace communautaire. Pour une véritable prise en compte des préoccupations de leurs administrés, les conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire se tournent vers la mobilisation de ressources additionnelles, une stratégie axée sur la mise en place de projets communautaires. Des projets qui pourraient bénéficier de financement auprès de plusieurs institutions internationales. Mais comment rédiger son projet afin d'être financé? Cette préoccupation est au centre d'une rencontre de 3 jours dans les locaux de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, à RDCI. C'est la continuité du renforcement des capacités à pouvoir monter des projets, je dirais, bancables. Parce que les guichets existent, mais malheureusement, par manque de formation, les gens, nos collaborateurs n'arrivent pas à monter des projets qui peuvent être retenus pour être financés. Une rencontre qui bénéficie de l'appui de l'UEMOA, déjà engagé aux côtés du CCT, Conseil des collectivités territoriales, pour une meilleure prise en compte des besoins des élus locaux. Ces collectivités territoriales, pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle, doivent bénéficier de financements adéquats et conséquents. Et c'est pour cela que l'UEMOA a appuyé les pays par la création du Conseil de collectivités territoriales, cela depuis 2011. Et depuis 2014, l'UEMOA appuie effectivement les collectivités territoriales à travers le Conseil des collectivités territoriales par la mise en place donc, de subventions. Au cours de ces 3 jours de formation, plusieurs modules sont mis en avant, dont celui des opportunités de financement des collectivités françaises. Une 60aine de cadres territoriaux prend part à cette session de formation. Plus loin de la Côte d'Ivoire, en France, Simone Veil reposera avec son époux au Panthéon aux obsèques de la femme politique et rescapée de la Shoah. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a conclu son éloge funèbre sur cette décision. Elle a été prise en accord avec sa famille afin de témoigner de l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, a déclaré le chef de l'État. C'était lors de l'hommage national rendu à cette grande figure de la vie politique française et rescapée de la Shoah, décédée vendredi dernier à l'âge de 89 ans. Simone Veil sera la 5e femme à reposer au Panthéon. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte se sont réunis aujourd'hui mercredi au Caire pour débattre de la stratégie à adopter dans la poursuite de la crise avec le Qatar. Les 3 pays avaient exigé qu'ils répondent à une liste de 13 demandes avant l'expiration d'un ultimatum de 48 heures fixé le 3 juillet. Mais Doha a jugé leurs demandes irréalistes. Les 4 adversaires du Qatar réclament entre autres la fermeture d'une base militaire turque et de la télévision Al Jazeera, jugée trop agressive, ainsi que la réduction des relations de Doha avec l'Iran. L'Arabie et ses alliés ont engagé le 5 juin un bras de fer avec ce petit émirat riche en gaz qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et d'entretenir des relations trop étroites avec l'Iran, grand rival de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain.